Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans votre édition du 2 avril 2026 de votre quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, en extraire la substantifique moelle et vous proposer, en conséquence, une lecture, une vision la plus objective possible pour que vous puissiez vous accaparer, vous accaparer ces données, ces faits et écoutez, en faire des stratégies d'investissement cohérentes ou bien tout simplement remplir votre compréhension, votre besace de compréhension d'un monde qui file à 1000 à l'heure. Et pour être complet, il est nécessaire de parler des crypto-monnaies. C'est désormais notre rendez-vous hebdomadaire avec notre nouvel intervenant Mohamed Ganek qui en est l'esprit et le but. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Mohamed Gannet. Vous êtes fondateur de Scalin. Avec nous, donc, pour faire un point sur le marché des cryptos à travers votre œil et un retour sur les actualités les plus marquantes qui auraient ou qui ont impacté le marché des cryptos également, via un prisme un peu pédagogique, puisque vous allez nous expliquer comment, au vu de ces actus, vous adaptez vos stratégies d'investissement de trading. Dans un premier temps, on parlait la semaine dernière d'une échéance extrêmement importante d'options de Bitcoin sur la plateforme Deribit. 12,3 milliards d'euros de Bitcoin devaient être échangés à un prix capé de 75 000 dollars. Comment elle s'est passée, cette échéance, Mohamed? Il a été plutôt calme, puisque le prix n'a pas fortement rebondi ni la veille ni le vendredi matin. Depuis, on a retracé un petit peu d'ailleurs. On est un peu en dessous des niveaux annoncés. Moi, j'avais parlé du pivot à court terme autour des 66 000 dollars. On est posé dessus depuis 4-5 jours. Mais on n'a pas eu le rebond. On n'a pas eu le rebond vers les 75 000 qu'on attendait jeudi dernier. Je suis pas vraiment surpris par ça parce que les volumes et la volatilité ces dernières semaines sur le Bitcoin sont fortement diminués, quasiment divisés par 3. Donc on n'a pas forcément eu le catalyseur qui aurait permis au Bitcoin de se rapprocher du niveau aimant des 75 000 dollars. On n'a pas eu de catalyseur, on n'a pas eu les volumes nécessaires pour aller chercher ces niveaux. Et pour la première fois aussi la semaine dernière, l'entreprise Stratégie qui accumule de Bitcoin en trésorerie depuis déjà quelques mois n'a pour la première fois depuis un an pas acheté de nouveaux bitcoins la semaine dernière. Donc ça n'a pas permis d'apporter un peu de carburant au marché, on va dire, en fin de semaine dernière. Il y a un faisceau d'indicateurs qui peuvent expliquer un petit peu le mouvement à l'heure actuelle sur le marché des cryptos, hein. Il y a évidemment la version risque due à la guerre en Iran, il y a l'inflation tenace aux États-Unis, la Fed prudente et de nombreuses sorties ETF. On mentionne donc la guerre en Iran. Cette nuit, on a appris que Donald Trump, contrairement à ce qu'il avait dit quelques heures avant, n'allait pas retirer les troupes américaines de l'Iran. Au contraire, même, il allait les frapper. Il allait frapper durement dans les 2 à 3 prochaines semaines. Comment est-ce que vous interprétez ces actualités, cette information, et quel impact ça a sur votre trading, Mohamed? C'est vrai que dans un environnement où on a un indice de la volatilité, si on regarde le VIX depuis plusieurs semaines, qui varie entre 25 et 30, les options coûtent cher, donc se couvrir coûte cher actuellement sur le marché. Donc, pour éviter de payer des couvertures trop chères, il faut que sur le futur ou le spot, je ne sois pas surexposé. Donc, je vais avoir tendance plutôt à alléger mon portefeuille. Je pense que dans ces périodes-là, le principal et moi ce que je pratique, c'est plutôt de dérisquer un petit peu mon portefeuille, de repasser plutôt en stablecoins, en USDC ou en USDT par exemple, pour attendre d'y voir un petit peu plus clair d'un point de vue géopolitique. Donc effectivement, le conflit, alors certains parlent d'un arrêt du conflit dans les 2 à 3 prochaines semaines. Au départ du conflit, on disait que fin mars ça allait potentiellement se terminer. Là, on est début avril, ça a l'air plutôt de s'intensifier et les tensions ne pas fortement baisser, donc on reste dans une incertitude que le marché n'apprécie pas vraiment. Pour autant, il n'y a pas de vente aujourd'hui observée sur les cryptos depuis la dernière baisse du 6 février, pardon. On n'a pas eu de relais à la baisse. On a touché le support des 60 000 dollars sur le Bitcoin et on n'est jamais repassé en dessous.
Donc moi, si je devais intervenir sur le marché à court terme, sur le BTC, j'essaierais d'acheter au proche des niveaux entre 66 000 et 60 000 dollars, et je mettrais un stop pas très loin en dessous, autour des 57 000 dollars par exemple, pour essayer de jouer un rebond court terme. Et dans un horizon plus long terme, je préférerais plutôt le jouer soit avec des options, soit de pouvoir rentrer en plusieurs fois. Donc si j'ai une poche de liquidité à investir sur le Bitcoin, je vais pouvoir la positionner en 2 ou 3 niveaux par exemple. Sur les niveaux actuels, ça peut être intéressant de commencer à rentrer. On est sur un pivot à 66 000 dollars avec une baisse depuis le dernier point haut du BTC à 126, où on a perdu 52-53%. Donc ça reste quand même une baisse importante. Sur les derniers bear markets qu'on avait eu sur le BTC en 2022 et en 2018, on avait eu des baisses d'à peu près entre 75 et 80% sur le BTC. Donc pourquoi on n'a pas une baisse aussi significative pour l'instant sur le BTC? Parce qu'on a aussi des flux institutionnels qui reste quand même important sur le BTC. Vous parlez de stratégie notamment juste avant. Et on a aussi sur Ethereum un gros intervenant qui a encore acheté un peu plus de 70 000 Ethers la semaine dernière, qui est Bitmine, et qui souhaite continuer à renforcer sa trésorerie en Ether. Donc chaque baisse, chaque repli est presque systématiquement acheté par les institutionnels, ce qui empêche aujourd'hui le marché de baisser fortement. Ouais, effectivement, les ETF Bitcoin Spot qui ont enregistré 1,32 milliard de dollars d'entrée nette au cours du mois de mars. Alors, vous le dites, effectivement, d'un point de vue géopolitique, on n'a aucune visibilité et c'est tout à fait normal. On est en temps de guerre. En avoir, ce serait quand même assez surprenant. Ceci étant, il y a quelque chose de très certain à l'heure actuelle, c'est la fin du mandat de Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine. Son mandat s'achèvera à la fin du mois de mai. Par contre, là où effectivement on retrouve un peu une forme de brouillard, de non-visibilité, c'est qu'on ne connaît toujours pas le nom de son successeur. Est-ce que l'échéance approchant, pareil, vous anticipez peut-être une stratégie ad hoc, idoine en fonction de cet événement monétaire? Effectivement, Jérôme Powell est intervenu en début de semaine là, auprès des étudiants d'Harvard dans une conférence de presse. Et en gros, il a expliqué que la Fed est coincée aujourd'hui entre deux risques, hein, l'inflation et le chômage. Donc a priori, en termes de visibilité sur une éventuelle baisse des taux dans les prochains mois, pour l'instant, c'est clairement une probabilité qui est proche de zéro en fait. Hein. Donc on devrait plutôt rester dans un statu quo, en tout cas pour jusqu'à l'été prochain. Son remplaçant, effectivement, ça peut être un catalyseur hein, par rapport à la stratégie qui a été adoptée par Jérôme Powell sur les taux ces dernières années. Pour autant, moi, je préfère regarder plutôt mes graphiques pour prendre mes décisions que les annonces économiques ou fondamentales. Et de toute façon, on le sait, hein, les marchés à risque, comme le marché des cryptos, est plutôt porteur et plutôt à la hausse quand on est dans une période de baisse des taux. Donc c'est quelque chose que je vais surveiller, qui va pouvoir potentiellement apporter davantage de liquidité sur ce marché à risque. Donc baisse des taux cette année, ou en tout cas avant l'été, et encore si on est encore en position de guerre au Moyen-Orient, je pense qu'on n'aura pas de gros catalyseurs à ce niveau-là, en tout cas vis-à-vis des marchés à risque. Très clair, hein. Même si cette semaine, contrairement à la semaine dernière, cette semaine, la question se pose. La semaine dernière, on se posait la question de combien de baisses de taux de la Fed. Cette semaine, on se pose plutôt la question de savoir s'il n'y aura pas des hausses. Donc, effectivement, tout ceci reste encore. Voilà, le brouillard ne se désépaissit pas forcément. Vous dites, Mohamed, que finalement, ce qui est important, c'est de regarder les graphiques. Vos graphiques, vous, ils vous disent quoi? Vous surveillez quoi, vous, à court terme, du coup? Je regarde un petit peu ce qui se passe aussi sur le marché des options. On a un intérêt ouvert aujourd'hui sur le BTC, sur les options, sur les calls, qui est autour de 56% sur les calls et 44% sur les puts. Donc on a un petit peu plus de volume ces derniers jours là, sur les options d'achat. Et côté Ethereum, on est un petit peu plus optimiste sur les options. On est à 63% de call contre 36-37% sur les puts. Donc c'est une information qui est quand même intéressante. Ce que j'aime bien regarder aussi, c'est la carte de liquidation des exchanges décentralisés sur lesquels on peut notamment investir, intervenir sur le marché avec des effets de levier. Et aujourd'hui, on a entre les prix actuels autour de 66 000 dollars et 76 000, et entre 66 000 et 56 000 dollars, donc grosso modo plus 10 000 dollars à la hausse et plus 10 000 dollars à la baisse. En termes de positions ouvertes aujourd'hui, on a 3 fois plus de volume sur des positions ouvertes à l'achat que sur des positions ouvertes à la baisse. Donc le marché a tendance, les market makers ont tendance à pousser le marché du côté là où il y a le plus de liquidités, et puis aujourd'hui on les a plutôt vers le nord. On a 9 milliards grosso modo de positions ouvertes autour des 77 000 dollars, et on a 3 milliards ouverts autour des 57-58 000 dollars.
Donc on a plutôt, je vais pas parler d'optimisme, mais je vais parler plutôt d'un petit optimisme sur les cryptoactifs à court terme. Et puis après, ce que je regarde, bien entendu, c'est toujours les volumes sur les gros strikes, hein, sur le BTC. Aujourd'hui, on le voit là à l'écran. Les deux pics que vous avez où il y a le plus de positions ouvertes sur les options, c'est le strike des 60 000 $. J'en parlais avant. Gros support long terme sur le BTC, sur lequel il ne faudrait pas repasser en dessous. Si on repasse en dessous, on risque d'accélérer à la baisse et d'aller chercher des niveaux assez rapidement beaucoup plus bas. Et la grosse résistance moyen-long terme à surveiller aussi sur BTC, c'est les 80 000 $. Là où on a aussi aujourd'hui une valeur nominale qui ne fait que grossir depuis ces derniers jours. Donc c'est aussi un niveau que je vais surveiller sur mes résistances. Il y a un autre graphique aussi que je regarde en ce moment, c'est la Bitcoin dominance sur l'ensemble du marché des cryptoactifs. Le dernier niveau que je surveillais en termes de support, c'était le niveau des 61%. Niveau qu'on a cassé en septembre 2025. Depuis, on n'est jamais repassé au-dessus. Et pourquoi je regarde ce graphique-là? Parce que je m'intéresse aussi à des altcoins, comme l'Ethereum, comme le Solana et comme d'autres projets. Et si on veut une vraie accélération et un vrai retour de performance sur les altcoins, il faudra qu'on ait une Bitcoin dominance qui continue de baisser. Pour l'instant, elle ne baisse plus. Ça fait 7-8 mois qu'elle ne bouge plus. Et il faudrait repasser sous le niveau des 64, des 54 et des 51% sur la Bitcoin dominance pour envisager une reprise de la hausse sur les altcoins. Mohamed, vous connaissez cet indice qui s'appelle le Cumulative Value Coin Day Destroyed. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ok. Alors pour les néophytes, c'est un indicateur on-chain qui suit les moments où des bitcoins restés immobiles pendant longtemps recommencent à circuler en tenant compte à la fois de leur ancienneté et de leur valeur. Historiquement, cet indicateur a souvent coïncidé avec les grands creux du bitcoin, 2011, 2015, 2018, 2022. Or aujourd'hui, cet indicateur, le CVDD, Cumulative Value Coin Days Destroyed, il est à 47 000 $. Est-ce que, à moyen long terme, potentiellement, c'est un niveau qui peut être intéressant de surveiller quand même? Tout à fait. Mon gros support moyen-long terme, c'est entre 45 et 50 000 $. Donc voilà, je pense qu'on est raccord par rapport au niveau des 47. Voilà. Donc c'est effectivement un niveau long terme. Après, avec l'intervention des institutionnels quand même toutes les semaines, là, MicroStrategy était encore intervenu avec plus d'1 milliard de dollars d'achat de Bitcoin il y a 2 semaines de mémoire. Le marché va avoir du mal à baisser en fait. Si on n'a plus de vendeurs à découvert et si on a du MicroStrategy qui accumule du BTC avec des volumes impressionnants chaque semaine, il se peut qu'on n'aille pas chercher ces niveaux. Donc je pense qu'il faut être opportuniste sur ce marché et ne pas hésiter à rentrer sur plusieurs niveaux parce que le problème, c'est Eric Seban en parlait juste avant, lors du crack Covid, quand on a un double appui décalé, on n'arrive pas à rentrer sur le marché, après on court après le papier. Donc il vaut mieux rentrer en plusieurs fois, splitter ses ordres en 2, 3, 4, 5 positions, et ça permet de rentrer progressivement sur le marché et de mieux gérer son risque. Votre message est bien passé, merci beaucoup Mohamed Ghanet d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes fondateur de MyScaling, spécialiste du marché crypto et avec nous désormais tous les jeudis pour nous aider à comprendre comment évolue ce marché. Il est intéressant de s'y frotter de près. Merci beaucoup Mohamed, je vous souhaite une excellente journée. Merci de notre côté, je vous en prie. Merci. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité. Je vous rappelle que dans un instant, nous dévoilerons les résultats du grand jeu concours de TV Finance lors du salon de l'analyse technique. Et juste avant, de toute façon, on fera un petit point bourse, un point bourse, puisque ce matin, suite à la conférence de presse de Donald Trump de cette nuit, au cours de laquelle il a dit que l'Iran allait souffrir le martyre pendant 15 jours à 3 semaines, qu'il allait également viser désormais des sites énergétiques iraniens et qu'en plus de ça, il pensait très 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 sérieusement à sortir de l'OTAN. Tout ça, ce matin, c'est modélisé par les marchés financiers. On va voir de quelle façon, mais vous en doutez, c'est rouge. Tout de suite.